pas seulement, d'où concurrence entre les bénévoles et les professionnels salariés, la nécessité de recruter des managers, ne serait-ce que pour répondre aux appels d'offres, pour répondre aux exigences de plus en plus fortes de comptabilité publique, pour gérer un personnel de plus en plus important, etc. Et le risque de voir la compétence technique se substituer à l'engagement politique n'est pas illusoire, et je vous aurais parlé volontiers de l'évolution de France Terre d'Asile, qui en est un exemple absolument caractéristique, mais je n'ai pas le temps. La CIMAD représentant un état intermédiaire où elle est d'un côté association gestionnaire, mais reste quand même association militante. Et pour conclure, eh bien, je voulais simplement faire remarquer, dans une forme de conclusion prospective, que la gouvernance, ce concept qui a envahi la réflexion sur le gouvernement des sociétés, des entreprises, des États ou des organisations internationales, se retrouve désormais aussi sur ceux qui réfléchissent, soit comme analystes, soit comme décideurs, au fonctionnement des associations et aux moyens de l'améliorer. Brochure, enfin un petit journal qui s'appelle La Vie Associative, qui est l'organe de la CPCA, qui est la coordination, je ne sais plus quoi, des coordinations associatives, enfin bref, qui regroupe toutes les associations, a fait tout un numéro sur gouvernance associative, qui est d'ailleurs très intéressant. Et voilà. J'espère que je vous aurai frustré beaucoup. C'est dans toutes les questions que je n'ai pas pu traiter. Pas décourager. Très bien, sans transition, Chantal Enguard, qui, je crois... Oui, peut-être fermer les rideaux pour qu'on puisse voir. Alors, je remercie Christophe de cette invitation. Moi, je viens d'un laboratoire d'informatique, je suis informaticienne, maître de conférence en informatique. Donc, on va croiser nos disciplines, ce qui est toujours un peu délicat, parce que sans qu'on s'en rende compte, on a des activités, on a des manières de fonctionner, et c'est pas pareil partout. Donc en informatique, on présente avec des transparents. Donc j'ai gardé mon habitude parce que c'est plus facile pour les schémas, etc. Alors, cette présentation va être un peu technique, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est tout ce que je peux vous dire. Normalement, ça devrait bien se passer, et vous devriez comprendre quelque chose de nouveau. Alors, je vais parler du vote en ligne. Donc, le vote en ligne, c'est aussi, donc c'est d'abord du vote. Donc, on est bien au cœur de la démocratie, ou au moins au cœur de la démocratie représentative, puisque c'est à l'aide du vote que les électeurs vont désigner leurs représentants, et que surtout, ils vont déléguer leur pouvoir, et en particulier des pouvoirs régaliens, ce qui n'est pas rien, pouvoir de justice, de police, etc. Alors, vote en ligne, ça s'appelle aussi vote par Internet, et dans les textes légaux, cela apparaît comme vote à distance par voie électronique. Il y a sûrement d'autres termes également. Alors voilà, c'est comme ça, vous avez un électeur qui a son petit ordinateur connecté à Internet, à l'autre bout, vous avez un serveur qui collecte les votes, et tout cela va voyager à travers Internet, c'est-à-dire à travers on ne sait pas trop où, tout un tas de serveurs intermédiaires qui vont servir de relais. Alors je situe très très rapidement le vote électronique par rapport à l'ensemble des dispositifs, pardon, le vote par Internet par rapport à l'ensemble des dispositifs de vote électronique. Donc il est là. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le vote par Internet se déploie dans un environnement non contrôlé, c'est-à-dire c'est pas en bureau de vote, on est bien dans un mode de vote par correspondance. Par ailleurs, les bulletins sont dématérialisés, on n'a plus de support papier pour les bulletins, et puis il appartient à un troisième ensemble qui est l'ensemble des systèmes qui gèrent également les émargements. Autrement dit, le serveur va recueillir à la fois les votes et les émargements des électeurs. Alors, cette dématérialisation des bulletins a quand même une conséquence importante, puisqu'on a une rupture avec le vote papier. Le vote papier, il y a une continuité physique. A priori, l'encre sur le papier ne bouge pas. A contrario, quand vous votez de manière électronique,
appuyez sur une souris, quelques joules, ça se transforme en une impulsion électrique qui va être codée de manière informatique, qui va être encore recodée, qui va voyager. Donc on a au contraire une transformation du vote. Et la question, c'est d'être sûr que le vote n'est pas, l'intention de vote reste la même une fois qu'elle est comptée. Et puis, puisque tout cela est électronique et que malheureusement nous n'avons pas la vision à la kryptonite de Superman, cela est très opaque. On ne peut pas voir. Et c'est une triple opacité que je vous balance comme ça, mais je n'ai pas le temps de le démontrer. Il y a une impossibilité technique, on ne peut pas voir. Il y a une impossibilité légale, on n'a pas le droit de regarder les systèmes. Et puis enfin, il y a une impossibilité financière, puisque tout cela coûte fort cher et finalement, on n'a pas l'argent pour payer. Alors, le vote par Internet en France, je vous donne quelques occurrences. L'Assemblée des Français de l'étranger depuis très longtemps, les élections prud'homales à Paris il y a quelques années, les élections législatives en 2012. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, puisque ce sont des élections politiques. Et on a une réintroduction du vote par correspondance dans les élections politiques, puisque le vote par Internet est un mode de vote par correspondance, alors que le vote par correspondance avait été banni en 1975 suite à des fraudes massives. Des élections professionnelles en pagaille, bâtonniers de Paris, Conseil de l'ordre, des délégués du personnel dans les entreprises, et puis aussi dernièrement la mesure de la représentativité syndicale dans les PME-PMI, où c'était un des modes de vote qui a des conséquences quand même assez importantes. Alors, je vais focaliser pour cette présentation et j'ai envie de décortiquer avec vous la délibération de la formation restreinte de la CNIL qui a été publiée le 11 avril 2013 et qui concerne des élections qui sont passées chez Total. Alors, un rapide historique. D'abord, on a une pré-plainte électorale d'un syndicat. Avant les élections, ils ont déjà des méfiances par rapport au mode de vote. En septembre, la CNIL décide d'une mission de vérification qui va se déployer sur 3 jours. En octobre, alors tout ça c'est résumé dans la vie, hein. Enfin, c'est expliqué dans la vie. En octobre, les élections se déroulent, donc elles se déroulent uniquement par voie électronique et c'est organisé par la société Élections Europe. Le 5 novembre, il y a un premier rapport de la CNIL qui propose un avertissement qui est notifié à Élections Europe. Élections Europe répond un mois plus tard. Et puis, essaye d'arrêter la CNIL, fait un référé au Conseil d'État, et ce référé est rejeté. Et finalement, donc Élections Europe joint un complément, et le 17 janvier, une séance en formation restreinte de la CNIL aboutit à... il y a également une présentation orale d'Élections Europe, et finalement, on a un avertissement qui est prononcé, et qui ne sera rendu public qu'au mois d'avril. Alors, que dit cette délibération? Elle pointe 3 manquements. Premier manquement, il n'y a pas eu d'expertise du système de vote électronique. Alors en fait, Élections Europe dit si, il y en avait eu un en 2007, il y avait une expertise de la V1, la version 1, et puis en octobre 2012, après le vote, c'est-à-dire après que la CNIL ait déjà secoué Élections Europe en disant attention, il y a des choses qui ne vont pas, on envoie une mission. Élections Europe déclenche à toute vitesse une deuxième expertise de la version V2, tout en disant, d'abord, on actualise, il y a eu juste des petites actualisations, des évolutions mineures, mais de toute façon, c'est la même chose que la V1, donc il n'y avait pas besoin de faire une expertise, et puis en rajoutant, une telle expertise portant sur l'intégralité du code du logiciel est matériellement et économiquement impossible. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit, ce que disent depuis très longtemps les informaticiens indépendants, si on savait expertiser un code pour trouver les fraudes, les erreurs, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de bugs. Vous êtes tous utilisateurs de l'informatique, vous constatez qu'il y a des bugs qui traînent, si on savait les trouver, on les ôterait. Donc vous pouvez déployer des missions d'expertise pendant des mois, peut-être même des années, cela ne réglera pas l'affaire. C'est intéressant quand c'est l'entreprise qui le dit. Alors, et puis, donc deuxième manquement, un défaut de confidentialité des moyens d'authentification. Donc là, c'est intéressant. Les identifiants et mots de passe, même à usage unique, ont été adressés ensemble par courrier simple ou
par courrier électronique aux électeurs, la CNIL dit c'est pas bien, il aurait fallu les envoyer en courrier recommandé. Donc on sait que plus tard, peut-être que cette méthode sera bannie. Et puis, le troisième manquement que je vais creuser encore avec vous, parce que c'est plus technique, le défaut de chiffrement interrompu du bulletin de vote. Pour comprendre ce que signifie cette question. Alors, le bulletin de vote, pour le traiter, il y a 4 étapes. D'abord, il faut le former, donc l'électeur choisit, et puis il y a un bulletin de vote qui est formé, il faut l'envoyer, il faut le réceptionner, et puis il faut dépouiller et compter. Comme d'habitude. Ça ne change pas. Il n'y a pas 50 manières de faire. Alors quand on fait avec Internet, il y a 2 grandes familles, disons 2 grandes configurations, parce que évidemment, je n'ai pas accès au système de vote. Je n'ai jamais pu voir les systèmes de vote mis en place par les entreprises. Mais puisque je suis informaticienne, je sais bien qu'il n'y a pas 50 grandes manières de faire. Alors après, il y a plein de petites nuances. Donc d'abord, l'absence de chiffrement de bulletin de vote, c'est ce que fait donc Élections Europe. Ça se passe comme ceci. Le bulletin de vote n'est pas chiffré sur le poste de l'électeur, mais il voyage sur une liaison sécurisée, c'est-à-dire le fameux HTTPS que vous voyez, qui est différent du HTTP. Alors voilà, on a d'un côté le terminal, le réseau au milieu, à droite le serveur de vote. Ça se passe comme ça. Ici, c'est sécurisé. Le S que vous voyez ici, c'est le S de SSL, Secure Socket Layer. Bon, peu importe. Le bleu signifie c'est sécurisé, c'est-à-dire c'est chiffré, c'est crypté. Et a priori, et c'est la grande différence par rapport au vote par correspondance papier, où le tunnel par lequel voyagent les bulletins papier est absolument pas sécurisé, là pour le coup on peut considérer que ça l'est. Bon. Même si les accidents sont toujours possibles, on peut considérer que ça l'est. Parce qu'il y a d'autres choses plus radicales. Alors d'abord, formation du bulletin de vote sur le poste de l'électeur, il choisit, envoi du bulletin, donc il voyage sur le canal sécurisé, récupération du bulletin par le serveur de vote côté industriel, et puis post-traitement, comptage, etc. Donc ça, c'est ce qui est réalisé par Élections Europe, et le problème, c'est qu'effectivement, ici, entre le moment de la formation du bulletin et l'envoi, il peut très bien y avoir une attaque externe à l'entreprise, menée par n'importe qui. Alors ça peut être la modification du bulletin, ou bien la divulgation du bulletin sans le modifier. Je peux sauter une question ? Oui. Et là, dans le petit truc de droite, est-ce que celui qui reçoit, il ne sait pas d'où ça vient? Si, il a l'identifiant de la personne, puisqu'il faudra faire l'émargement. On en parlera en question. C'est des choses un peu réglées par la crypto, mais c'est vrai que ça pose question, c'est-à-dire l'électeur qui vote, on peut se demander dans quelle mesure il vote librement, puisqu'il peut douter que son identité va être divulguée ou pas, et il n'a pas forcément tort, puisqu'on voit déjà qu'ici, de manière externe, il peut y avoir divulgation. Alors après, il y a un autre problème, c'est évidemment la possibilité d'attaque interne. Ah, j'ai perdu ma flèche. Donc ici, c'est ça l'informatique, c'est le charme de l'informatique, c'est les surprises. Donc ici, on peut avoir une attaque interne également, donc avec la même possibilité de modification de bulletin et de divulgation de bulletin, puisqu'il n'est pas crypté. Alors maintenant, vous avez Total qui organise une élection qui demande à une entreprise extérieure de l'organiser. Si Total dit « dites-moi qui vote CGT », si l'entreprise extérieure veut encore avoir le marché, mais on sent bien que ça fait des pressions. Je ne dis pas qu'ils cèdent, mais en tout cas, ça fait des pressions. Ça ne va pas être facile de voter CGT. Donc, on a 2 possibilités, et ce qui est embêtant, c'est évidemment l'attaque externe, si on ne met pas en doute l'honnêteté de l'entreprise. Après tout, il n'y a pas de raison que ce soit des gens malhonnêtes a priori. Alors évidemment, ces attaques peuvent être encapsulées dans des virus. Alors comment ça se passe? En fait, on va regarder un petit peu... pardon. Il y a une variante, parce que Élections Europe, une autre entreprise a peu d'importance, a dit oui, mais c'est pas grave, parce que quand on récupère le vote, quand il arrive, on le crypte. On fait du chiffrage, on fait ce que vous voulez. Bah oui, mais sauf qu'il y a toujours un trou là. Il y a toujours un moment où le vote n'a pas été chiffré, donc il peut toujours être attaqué. Alors,
cette configuration donc, qui est mise en place par Élections Europe, alors Élections Europe, c'est quand même une entreprise qui se veut le leader du vote par Internet en France. Donc on a les élections professionnelles de Renault, évidemment, mais aussi EDF, la SNCF, enfin, il y en a une palanquée terrible. Les élections prud'homales à Paris en 2008, et là il y a quelque chose d'intéressant. Lors des élections prud'homales à Paris en 2008, il y avait déjà eu un avertissement de la CNIL adressé au ministre du Travail. Et que disait cet avertissement de la CNIL? Entre autres choses, absence de chiffrement du bulletin de vote. Donc on s'aperçoit que cette entreprise qui a déjà été avertie 4 ans avant, mais elle continue son chemin comme si de rien n'était. Et là, de nouveau, avec Total, on a eu un avertissement. Ben alors rien. Voilà. Ça donne le niveau, ça vous donne une idée du niveau d'encadrement du vote par Internet. Voilà. Alors, il y a eu aussi les élections internes à l'UMP. Alors, je ne sais plus quand était la dernière. En tout cas, ça avait commencé en 2002. Bon, alors, dernièrement, ce n'était pas eux. Il ne faut pas non plus tout leur attribuer. Alors, maintenant, autre chose intéressante, c'est si on regarde de plus près, comment ça fonctionne, le dialogue entre l'électeur et le serveur durant une session de vote. Quand on fait du vote non chiffré, généralement on utilise JavaScript, parce que JavaScript, c'est facile, c'est des petits programmes qui voyagent avec chaque page web et qui sont interprétés par le navigateur. Les étudiants en première année, ils font du JavaScript. Hein. Donc ça se passe comme ça, le code est lisible, et surtout il n'y a pas de primitif de chiffrage. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas de chiffrage, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils utilisent une technologie simple, et que cette technologie simple n'offre pas de possibilité de chiffrage. C'est compliqué de chiffrer. Et l'interface est générée page à page par le serveur. Alors ça se passe comme ça. À gauche, le terminal de l'électeur, à droite, le serveur de vote. L'électeur dit « Coucou, je voudrais voter ». Le serveur lui envoie une page web qui lui permet de s'identifier et de s'authentifier. Identifié en mot de passe. Donc l'identifiant mot de passe est renvoyé, il est bien identifié, donc on lui renvoie une page qui présente les différents candidats. L'électeur voit les différents candidats, choisit, renvoie son choix, il a choisi le candidat X, et là, le serveur renvoie une page de confirmation du candidat X. Autrement dit, le serveur sait parfaitement ce qu'a voté l'électeur. Et ensuite, le bulletin est formé et envoyé. Et si jamais l'électeur change d'avis, on va lui représenter la page des candidats, il y aura de nouveau une page de présentation, puis envoi du bulletin. Donc il n'y a même pas besoin de recevoir le bulletin pour savoir ce qu'a voté l'électeur. Donc Alors, comment vous pouvez savoir si l'application de vote que vous utilisez se déroule par JavaScript? Tout simplement parce qu'il y a ce dialogue. Donc si vous êtes chez vous et que vous avez une petite box, vous allez voir les petits boutons clignoter. Là, vous saurez que c'est du JavaScript. Ça voyage sur Internet. Alors maintenant, de toute façon, tout ça, c'est pas très grave, parce qu'on est dans le cadre des élections professionnelles, on est dans le monde du travail, et tout cela est encadré par un décret qui dit, donc décret du 25 avril 2007, qui dit les fichiers comportement les éléments d'authentification des électeurs, login, mot de passe, les clés de chiffrement et de déchiffrement, donc comment brouiller les pistes, et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles c'est-à-dire sont accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Quand je présente ça dans des assemblées d'informaticiens, il y a un éclat de rire général, parce que ça veut dire les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système savent qui a voté quoi. Très clairement, c'est écrit dans le décret. Alors à l'époque, ça avait été signalé par lettre commandée au ministre du Travail par le président de l'Observatoire du vote, ça n'a pas changé grand-chose. Donc finalement, on peut se demander si dans le cadre des élections par Internet, le secret du vote est encore inscrit quelque part, et on peut se demander si on est toujours dans le cadre d'une élection démocratique. Alors maintenant, on peut quand même regarder la deuxième configuration, qui est ce que demande la CNIL. Après tout, hein, qu'est-ce que ça vaut, ce que demande la CNIL? Donc la CNIL a dit chiffrement du bulletin de vote de bout en bout. Bulletin de vote chiffré sur le poste de l'électeur, puis la suite c'est pareil, on transmet quand même sur un canal sécurisé, ça ne vaut pas plus grave. Donc on a les mêmes acteurs,
Formation du bulletin de vote. Le bulletin de vote est crypté. J'ai mis des petites hachures pour montrer qu'il était un petit peu brouillé. Et puis il arrive il est envoyé, il arrive sur le serveur et il est traité. On sait très bien additionner des bulletins cryptés. On n'est pas obligé d'ouvrir, de déchiffrer pour pouvoir faire des traitements. Donc ça, il y a des mathématiciens et les cryptologues savent très bien faire cela. Donc le problème, il n'est pas de ce côté-là, si ce n'est qu'il faut encore être certain que ce soit ça qui se passe du côté du serveur de vote, puisqu'on n'a pas le droit d'aller y voir. Le problème, c'est que... Ah ben j'ai encore raté une flèche, hein, mon ordinateur n'est pas coopérant aujourd'hui. Ici, toujours du côté de l'électeur, forcément, il y a un petit laps de temps. Il y a forcément une action qui vient après l'autre. Il faut que le bulletin soit formé pour être crypté. Eh bien, c'est là qu'il peut y avoir attaque. Et ça, la seule manière de s'en rendre compte, ce serait d'expertiser des postes d'électeurs. Sauf que le coût d'une expertise pareille est absolument invraisemblable, premièrement, et puis deuxièmement, vous pouvez très bien avoir des attaques qui sont menées par des virus qui s'auto-effacent. Donc après, il n'y a plus de traces et on ne verra plus rien. Donc on a vraiment une impossibilité technique et financière à la fois. Alors, quand on fait du vote comme ça, qui est quand même un petit peu plus sérieux que suivant la configuration 1, le dialogue, il se passe comme ceci, c'est du Java. Alors Java, c'est plus lourd, c'est plus sérieux. Le code, il peut être signé. Donc vous avez une autorisation, une entreprise qui va dire oui, c'est bien le bon programme que vous recevez. Le code est peu lisible. Enfin, si on est un petit peu malin, on s'en sort. Et puis, il existe des primitives de cryptage. C'est pour ça qu'on fait du Java, parce qu'il y a ce qu'il faut. Et en plus, il y a une possibilité de faire crypter par des processeurs crypto qui sont sur votre machine, mais vous ne le savez pas. Alors ça se passe comme ça. Connexion serveur de vote, page permettant de s'identifier, identification, là c'est pareil. Et puis après, une applet Java arrive et qui fait tout ce qu'on a vu tout à l'heure qui nécessitait des allers-retours. En fait, votre applet Java, elle va imiter un navigateur, elle va faire comme s'il y avait un navigateur, mais vous naviguez plus, vous êtes sur votre ordinateur. Alors, c'est là qu'il est important d'avoir du code signé pour être sûr que c'est quand même le bon programme qui tourne, mais nous allons voir que cela a des limites quand même. Alors après, le bulletin chiffré est envoyé, et puis voilà, ça continue. Alors, le problème, c'est que... Alors, qu'est-ce qu'on a comme élection, avec des codes Java? Donc, c'est ce qui est fait sérieusement par pas mal d'entreprises. Extelia qui a fait les élections professionnelles du CNRS, Scytl qui fait les assemblées des Français et de l'étranger, des élections professionnelles par exemple au ministère de l'Éducation nationale dernièrement, Atos qui a fait les élections législatives 2012 des Français et de l'étranger, donc via le ministère des Affaires étrangères, ou encore EADS. Alors le problème qu'on a quand même, c'est que il y a eu une démonstration de fraude sur les élections législatives. Très très belle démonstration. Alors, le ministère du Travail a traité ça comme d'habitude par le mépris, en disant ce gars a changé son vote, c'est quand même pas un exploit. Il a publié comment il a fait, donc il a attaqué dans le trou que je vous ai signalé tout à l'heure. Son attaque peut être tout à fait menée par des virus. Il a montré comment diffuser ce virus, etc. Et il a réussi au deuxième tour à voter pour un candidat qui n'était plus présent au premier tour. Donc ça montre bien aussi que les recommandations que fait la CNIL sur la sécurité, d'ailleurs on peut se demander dans quelle mesure la CNIL est fondée à donner des conseils de sécurité parce que c'est pas du tout leur boulot, ça marche pas non plus. Ça n'est pas une bonne manière de faire non plus. Donc finalement, qu'on fasse de manière Java ou JavaScript, on arrive à peu près au même résultat. Alors sur le secret du vote, j'ai pas fait de transparent particulier. Le problème, c'est qu'il faut avoir confiance dans ce que fait l'entreprise. Si l'entreprise veut accéder à votre identifiant, malheureusement, c'est difficile de le savoir. Et puis, ce n'est pas une expertise de 3 jours qui va permettre
de le démontrer. Donc tout cela peut être fait avec un virus, comme j'ai dit tout à l'heure, modification du bulletin et divulgation. Je ne sais pas pourquoi ça revient en arrière comme ça. Il y a des... Voilà. Ici, le code est signé. Alors là, il y a quand même des limites. Je vous montre quelques avertissements que vous avez déjà eus. Oui. Hein, vous faites quoi quand vous avez ça? Vous dites oui ou non? Généralement, on dit oh, quand même, oh, c'est embêtant, bon, bah ok. Hein, non, vous ne faites pas ça? Bon, en tout cas, il y en a toute une, voilà, on a toute une série. Il y en a sur lesquelles vous pouvez dire oui, il y en a sur lesquelles vous pouvez dire non. Maintenant, la signature, il peut y avoir des codes auto-signés. Derrière, c'est VeriSign, c'est-à-dire il faut payer pour avoir des codes signés. Donc, c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même pas... c'est pas top non plus qu'on s'est signé. En fait, on s'aperçoit qu'avec Java par rapport à JavaScript, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas du tout impossible. Alors j'en arrive à la conclusion. Je vous ai fait cette présentation parce que je constate que les juges et les avocats sont totalement démunis face à ces problématiques et qui échappent à leurs compétences, donc c'est tout à fait normal. Il faut des expertises techniques qui sont coûteuses, mais qui ne sont pas financées par l'État. Alors quand je dis coûteuses, c'est 10 000 € minimum, 50 000 € de manière plus courante, donc on les fait jamais. C'est pas qui peut financer 50 000 € pour vérifier si son vote il est bien arrivé, et même, je ne sais même pas s'il en s'assure. On a un corpus juridique absolument inadapté, vous avez vu le décret. Donc pareil, il faudrait probablement former les législateurs, les gens du Conseil d'État ou je ne sais qui. Donc il y a un besoin de formation. Par rapport à ce que j'ai pu entendre de très intéressant depuis hier, on peut se poser la question de l'action des lobbies en faveur du vote électronique, et là on voit qu'il y a un déséquilibre manifeste, c'est-à-dire nous tous qui voyons notre droit de vote finalement très malmené, nous ne formons pas un lobby, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de finances, nous ne payons pas de resto aux législateurs, etc. Et puis, on peut s'interroger sur les limites de la démocratie aussi. Dans quelle mesure il ne faudrait pas apporter, je ne sais pas, des limites, je ne sais pas, vous me le direz, pour que nos représentants ne changent pas le mode de vote afin de le rendre opaque, c'est-à-dire qui échappe à notre contrôle. Jusqu'en 81, la dernière loi, ça avait rendu les urnes transparentes. On allait dans le sens de la transparence, c'est-à-dire qui était bon pour que nous puissions contrôler. Et là, on a vraiment une opacité qui s'installe. Donc on a finalement des petits arrangements entre les représentants et les industriels pour nous priver de notre droit de contrôle. On commence à arriver dans des drôles de zones, dans des drôles de... Je ne sais plus ce que c'est, je sais plus comment appeler ça. Maintenant, ce problème de contrôle des objets techniques et informatiques, il dépasse largement le cadre du vote. On va avoir les objets connectés qui vont arriver, etc. Ça va être terrible. Je vous mets quelques références pour terminer, quelques articles sur la transparence, etc. que j'avais écrit dans le temps, et puis une référence sur l'article de Laurent Grégoire qui n'a pas été publié officiellement, mais qui détaille très très bien comment il a procédé. Merci beaucoup. Bon, il est 16h30, je ne serais pas raisonnable d'engager une discussion maintenant. Parce que pour le pot, c'est un pot informel, c'est un quart d'heure. Pas plus d'un quart d'heure. Donc, je vous propose peut-être, si les deux intervenants ne sont pas trop frustrés, c'est peut-être de faire une pause maintenant. Ah, je préfère. Non, là on fait une discussion de 10 minutes et après on fait un quart d'heure. Si tu penses, d'accord. Bien, donc quelques interventions brèves si possible, parce que nous avons pris un peu de retard. Oui, allez-y. Alors, très brièvement, par rapport à ton intervention, Chantal, il semblerait que Java soit aussi, même quand il est crypté, attaquable par des hackers. Voilà. Donc, c'est pas une sécurité. Et deux, il y a quelques années, j'avais assisté à une journée d'études au Sénat où le vote électronique était la panacée de la démocratie, avec l'exemple estonien monté en épingle comme le symbole même de la démocratie et de la participation suscitée, parce qu'on la permettait depuis la maison. Et jamais il n'a été question des problèmes techniques que ça pouvait avoir sur le secret du vote, sur la réalité du vote. Voilà. Oui, j'étais à cette journée et il y avait une intervention très intéressante des tiers de confiance. Hein, puisque les tiers de confiance nous disent, bah, écoutez, nous on va contrôler, puis vous allez nous faire confiance. Un nouveau marché.
Mais c'est bizarre. Et puis l'Estonie qui sort de 50 ans de stalinisme, effectivement, je pense qu'ils peuvent nous donner des leçons démocratiques. Une ou deux interventions peut-être? Oui, c'était pour signifier mon étonnement dans les trois conférences de l'absence d'une figure qui pourtant celle du juge. Alors j'imagine que c'est parce que les interventions ont été courtes, mais dans la démocratisation de la famille, le juge est une pièce importante. C'est lui qui enregistre le pacte, c'est lui qui divorce, qui fait divorcer les parents. Aux États-Unis, je crois même que les juges prononcent un divorce entre les parents et les enfants, entre les enfants qui peuvent divorcer de leurs parents. Avec les accords de branche, là aussi le juge professionnel vient vérifier que les accords sont respectés. Et dans la vie associative, on a vu que certaines problématiques dans les partis politiques pouvaient se résoudre devant le juge. Vous n'en avez jamais discuté, donc est-ce que c'est... parce que finalement, concrètement, le juge n'intervient pas tant que ça comme garant de la démocratisation de ces différents domaines, ou est-ce que c'était juste par manque de temps Daniel? Donc dans les associations, à part le cas de l'attaque où on a remis où le juge a dit qu'il y avait effectivement eu fraude, non, c'était même des jeux qui a été vendu. J'ai pas trop vu de choses de ce genre. Enfin, c'est vrai que, je sais pas, de mon expérience et de ce que j'ai lu, bien sûr, ça peut être un régulateur, hein, on peut toujours, mais j'ai pas vu d'action. Il y a à la Ligue, il y a une commission de résolution des conflits, mais j'ai des affaires qui vont devant le juge. Dans le domaine social, en revanche. Oui, alors un petit mot, parce que parfois dans les expulsions, enfin les dissolutions de syndicats, dans la désaffiliation syndicale, qui est un problème très difficile, et un syndicat soit privé de son affiliation à une confédération, le juge intervient bien sûr, et parfois il invoque comme élément pour apprécier le respect d'exigences démocratiques, notamment sur les procédures de vote, le processus de décision, pas délibératif là exactement, mais c'est le cas notamment dans les quelques cas, parce qu'en France, comme être adhérent c'est un syndicat, c'est un acte d'héroïsme, donc c'est très rare de se voir reprocher cet acte d'héroïsme et d'être rejeté d'un syndicat, mais il y a quand même des cas. Dans ce cas-là, il arrive en effet que le juge invoque ça. Et au point que la loi de 2008 en France, la loi sur la redéfinition de ce qu'est la représentativité syndicale, a fait du respect des valeurs démocratiques et du respect du fonctionnement démocratique un critère de reconnaissance de la représentativité syndicale. Mais c'est le résultat d'une pratique judiciaire. Sur les inégalités qui sont représentées pour le Front National, ils ont quand même été expulsés. Non, on leur a refusé la qualité de syndicat. Alors ça, c'est encore un sujet plus... C'est pour ça que c'est un peu... La Cour de cassation, chambre mixte, une chambre mixte de la Cour de cassation, c'est-à-dire réunissant la chambre sociale et la chambre criminelle, a estimé que les syndicats qui étaient Front National, on va dire, n'avaient pas la qualité de syndicat, n'étaient pas syndicats, parce qu'ils ne respectaient pas les valeurs démocratiques. Alors là, c'est vraiment le principe de la non-discrimination qui était invoqué. Sur la famille? Oui, sur la famille, évidemment, je suis d'accord avec vous, le juge est partout, sauf que mon prisme était d'étudier le discours. Alors, il faudrait aller voir plus en détail. Je ne suis pas privatiste, mais au premier abord, en tout cas, le discours du juge n'est pas sur la démocratisation. Alors que chez les auteurs, que ce soit en l'occurrence les juristes, les auteurs de la doctrine, là, le terme de démocratisation est employé. Et moi, j'essayais de voir dans ce champ de la famille, au sein de la famille, ce que véhiculait le terme de démocratisation. Mais il faudrait vérifier, effectivement, et chez la jurisprudence, voilà, sur ce point. Ici, un des cas dans lequel c'est pas présenté sous forme de démocratie. Doit-on entendre l'enfant? Oui, mais ça c'est l'autre aspect que j'ai pas pu développer absolument, mais qui est inscrit là dans la lignée de l'article 12. La voix de l'enfant. C'est ça, mais qui est le pendant judiciaire de la participation que j'évoquais. Toute dernière question. Oui, très très vite, et peut-être que ça change. Pour Madame Angela, vous démontrez assez clairement que tout ça n'est pas fiable en l'état. Évidemment, on ne sait pas si ça va l'être ou pas, mais la question est peut-être un peu de décoffage, mais avec tous ces problèmes, vous pensez qu'il faut voter par Internet ou il ne faut surtout pas voter par Internet? Alors, vous aurez une réponse rapide. Je le déconseillerais, oui. Enfin, ça dépend si vous voulez.
Si vous voulez un vote démocratique, il ne faut pas voter par Internet. Si vous voulez pouvoir dissimuler les fraudes massives, il faut voter par Internet. Non mais la question se pose vraiment, parce qu'il y a ben voilà, on n'organise pas toujours des votes pour les mêmes raisons. C'est la machine à dissimuler les fraudes et dysfonctionnements. Au nom du bien. Ça le fait très très bien. Au nom du bien, au nom de l'intérêt général et de la démocratie. Je crois qu'on a eu une première partie de l'après-midi qui était tout à fait passionnante, donc on va s'arrêter, mais 10 minutes, pas plus, parce que nous avons pris un certain retard et il y a une seconde partie qui est tout aussi passionnante. Donc 10 minutes. 10 minutes. Il y a de quoi se rafraîchir.